Bonjour, alors aujourd'hui je vais répondre à une question ou en tout cas une proposition de Tom Fourmont qui est en classe préparatoire et qui m'a dit: j'ai vu qu'il y avait des tableaux de Young dans cette vidéo concernant les contre-exemples dans la réduction, ça m'a bien intéressé, mais je ne connais pas les tableaux de Young et j'aimerais en savoir plus. Effectivement, c'est pas mal pour avoir du recul, parce qu'en fait, on ne peut pas s'en servir cash comme ça, parce que c'est pas au programme ni de classe prépa, même pas au programme on va dire de l'agrégation. Même s'il y a des universités comme à Lyon, où en master, on voit, en master 1, on voit les tableaux de Young. Bon, mais ça, c'est à la discrétion de l'enseignant. Donc bref, je me propose de raconter des choses avec quelques petites démonstrations, mais surtout d'éclairer avec des exemples, euh, la technique, l'outil tableau de Young. Parce que le tableau de Young, c'est un outil combinatoire, c'est pas vraiment une grande théorie, c'est juste un outil à l'intérieur d'une théorie, parce qu'en soi, c'est juste des petites boîtes qu'on empile et dans lesquelles on met des choses. On va placer des petits trucs dedans. Donc c'est un meuble d'apothicaire, hein, c'est pas une grande théorie. Voilà. Allez, on démarre, je raconte des petites choses. D'abord, la grande question dans la réduction, c'est la question clé de la réduction, c'est on veut comprendre les classes de similitude dans C. C'est-à-dire A et B dans Mn2C, est-ce que A et B sont semblables? Voilà, ça c'est la question clé de la réduction. Alors quand je dis sur C, j'ai pris des matrices qui sont sur C. Eh bien, en fait, bon, on est content d'être sur C parce qu'il est algébriquement clos. Maintenant, il se trouve que quand on comprend, alors ça je vous le dis comme ça, off record, quoi, quand on comprend ces problèmes de matrices semblables sur un corps, comme C, alors on peut le comprendre sur les sous-corps. Ça, c'est quelque chose d'assez important, hein. Par exemple, le problème équivalent pour les formes quadratiques, ce serait de dire, est-ce que deux formes quadratiques ou est-ce que deux matrices symétriques sont congruentes plutôt que semblables? Et là, travailler sur C pour ensuite redescendre sur R et Q, c'est plutôt touchant de naïveté. Mais pour le problème d'être semblable, eh bien, il se trouve qu'il y a un théorème qui dit, par exemple, si A et B sont deux matrices réelles qui sont semblables sur C, alors elles sont semblables sur R. Et donc, les théorèmes de descente nous permettent de travailler sur un corps algébriquement clos sans trop de problèmes. Voilà déjà un premier point. Alors évidemment, déjà, première réponse assez simple, il y a une condition nécessaire pour que A et B soient semblables, c'est qu'elles aient même spectre. Parce que si elles sont semblables, elles ont le même polynôme caractéristique, donc même spectre. Maintenant, il y a le lemme des noyaux, le lemme des noyaux, qui nous dit que Cn va se décomposer en somme directe pour lambda parcourant le spectre de A, des noyaux de A moins lambda IN avec une certaine puissance assez grande. Si je prends N par Cayley-Hamilton, ça me fournira une puissance suffisante. Et ça, je l'appelle K lambda. Bien. Ce qu'on appelle le sous-espace caractéristique associé à la valeur propre lambda. Il se trouve qu'il est important parce que K lambda est stable par A, parce que c'est le noyau d'un polynôme en A, donc ça c'est facile de voir que c'est stable par A. Mais surtout, et aussi, on va dire, parce que surtout, je n'ai pas de surtout, A moins lambda IN est nilpotente sur K lambda. Bah oui, puisque quand on le met à la puissance N, bah forcément, il s'annule puisqu'on est sur son noyau. Bon. Donc, A moins lambda IN, nilpotente, donc nilpotente, hein, c'est une matrice qui, à partir d'une certaine puissance, devient 0. Bon. La nilpotence, c'est quelque chose qui n'existait pas dans un corps, parce que à partir du moment où je ne sais pas moi, petit a puissance n est égal à 0, ben ça implique que petit a égale 0 puisque c'est intègre. Mais pour les matrices, c'est une notion importante, la nilpotence. Et en fait, comme on a une décomposition en sous-espace instable, la condition
que A et B sont semblables sera vérifié si A et B sont en quelque sorte, si les endomorphismes induits par A et B sur les cas lambda, et pour A et pour B, sont également semblables. Et en fait, vous voyez que A moins lambda identité est semblable à B moins lambda identité si et seulement si A et B sont semblables, parce que l'identité ne pose pas tellement de problème, elle commute avec tout le monde, l'identité est une matrice très arrangeante. Donc, en fait, le problème de départ, donc je vous ai dit, d'une part, il peut se regarder sur C, bon, et il peut se regarder juste sur les matrices nilpotentes, c'est-à-dire que, est-ce que on vous donne deux matrices nilpotentes A et B, est-ce qu'elles sont semblables? Donc même si vous n'avez pas compris, dites-vous bien en tout cas que c'est ici le problème essentiel que l'on va traiter là maintenant. On va chercher ce qu'on appelle des invariants de similitude, c'est-à-dire des objets qui vont nous dire oui ou non, elles sont semblables. Il y a des objets qui disent non, mais on n'a pas assez d'objets qui disent oui. Des objets qui disent non, par exemple, si elles ne sont pas le même polynôme caractéristique, elles ne sont pas semblables. Si elles n'ont pas le même polynôme minimal, elles ne sont pas semblables. Bon. Mais des objets qui nous disent oui, elles le sont, ça, il y en a très peu, et on va le voir, ça va être nos tableaux de courbes. Alors, regardez, on va regarder le cas nilpotent. Bon, c'est quand même plus pratique de prendre un endomorphisme que A, parce qu'on va regarder des restrictions et des induits sur des sous-espaces. Donc on prend un endomorphisme tel que la matrice de U dans la base canonique de Cn, ce soit A. Voilà. Et maintenant, je vais regarder les noyaux itérés, ker de AK. D'ailleurs, c'est exactement ker de UK. Bien. Alors évidemment, le premier noyau itéré, c'est ker de A. Et comme A est nilpotente, forcément 0 est valeur propre de A, c'est bien connu. Et donc le ker de A est différent de 0. Donc on a ça. Et on va itérer jusqu'à avoir une égalité. On est en dimension finie, donc forcément à un moment on aura une égalité, et je vais supposer que M c'est le plus petit où on a l'égalité. Bien, je ne dis rien sur la suite, je ne dis pas encore qu'il y a une égalité après, mais on va le voir assez rapidement, avec un résultat beaucoup plus général que l'égalité après. Regardez, normalement ce que je fais ici, ça se fait avec le quotient en master, mais bon, comme je réponds à Tom qui est en classe prépa, je ne le fais pas avec le quotient, je vais le faire avec un supplémentaire. Heureusement, on est dans les espaces vectoriels et on peut éviter la notion de quotient, qui est inévitable dans les groupes et dans les anneaux, mais là, on peut le faire parce qu'on a des espaces vectoriels. Regardez, on va fixer donc GK un supplémentaire de ker de AK-1 dans ker de AK. On a donc GK qui vérifie ceci, ça c'est la définition d'un supplémentaire, et j'affirme que U de GK inter ker de AK-2 est égal à 0. Alors, en fait, U de GK, il habite où? Vous voyez bien qu'il habite dans... étant donné que GK habite dans ker de AK, quand on est passé par U, on passe par A si vous préférez, c'est pareil, on est passé par U, donc on se retrouve dans le noyau de AK-1. Mais il est dans le noyau de AK-1 tout en étant en somme directe, en intersection nulle en tout cas, avec ker de AK-2. Voilà, donc ça, c'est ça le résultat. Je le prouve, c'est très facile à prouver, donc je veux montrer ceci. Donc je prends un x là-dedans et je montre que x est nul. Donc x, il est de la forme u de y, d'après ça, avec y dans GK, et il est aussi là-dedans, donc il vérifie que u puissance k-2 de x égale 0. Bien. Donc, en remplaçant x par u de y ici, ça me fait que u k-1 de y est égal à 0. D'accord? Et donc, ça veut dire que y, il est dans ker de a, k-1, mais il est aussi dans gk.
Mais ça, par hypothèse, c'était 0 puisqu'on avait une somme directe. Donc ça veut dire que y égale 0, et donc x, qui est u de y, ben, ça fait 0. Voilà. Tout simplement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, u de gk, c'est un sous-espace de ker de ak-1. Donc vous voyez, vous avez ker de ak-2, qui est inclus, a priori, oui, dans ker de ak-1, et vous avez gk, qui est d'intersection nulle avec lui, mais qui est là-dedans. D'accord? Donc il est finalement inclus dans un supplémentaire de ker de ak-2 dans ker de ak-1. Alors maintenant, on attaque le corollaire. Le corollaire, qu'est-ce qu'il dit? On va poser pi k égale la dimension de ker de a puissance k moins dimension de ker de a puissance k moins 1. Et bien pi k est inférieur ou égal à pi k moins 1. Bon, si k moins 1 est supérieur ou égal à 1. Voilà. Regardez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que pi k, c'est l'accroissement, c'est un peu la dérivée, d'accord? Le fait que pi k est inférieur à pi k moins 1, ça veut dire que la dérivée est décroissante. Donc c'est comme si on avait une dérivée seconde négative. Et donc ça veut dire que la suite des noyaux itérés, elle grimpe, d'accord? Elle monte, évidemment, jusqu'à atteindre son degré de stabilité, mais elle monte de moins en moins. C'est une suite qui s'essouffle. En particulier, comme elle s'essouffle, eh bien, quand on aura l'égalité, bah, la différence ici, à partir du moment où elle est nulle, bah, forcément, après, on aura toujours l'égalité. Donc là, ce lemme, ou disons le corollaire de ce lemme, prouve qu'à partir du moment où on a l'égalité, on a toujours l'égalité, puisqu'après, ça c'est toujours positif, évidemment, par construction. Et ici, ça va faire que dès qu'on a 0 ici, on aura 0 partout après. Bien. Alors, bon, la preuve est simple. Je vais montrer que la restriction de U sur GK, d'accord, donc il y a une application linéaire, est injective. Comment on voit qu'une application linéaire est injective? Si l'intersection, si son noyau est nul, mais là, son noyau, c'est l'intersection du noyau de U avec GK. Donc je regarde l'intersection du noyau de U avec GK, c'est inclus dans l'intersection du noyau de UK-1 inter-GK, évidemment, puisque par les noyaux itérés, on a ker de U qui est inclus là-dedans, puisque K-1 est supérieur ou égal à 1. Mais ça, par définition, c'est ici, eh bien, c'est 0, puisque GK est supplémentaire. Bien. Donc, lui, son intersection est nulle. Donc, on a bien que U sur GK est injective. Ça veut dire que U de GK est de même dimension que GK. D'accord? Ça, c'est la formule du rang, si vous voulez. Donc, on a pi k qui est égal, si vous regardez pi k, c'est quoi? C'est simplement la différence entre les deux dimensions. Donc, d'après cette formule-là, c'est la dimension de GK. Comme U sur GK est injective, c'est la dimension de U de GK. Et comme le lemme nous dit que U des GK s'injecte dans, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dans un supplémentaire de ker de A K-2 dans ker de K-1, eh bien, ça veut dire que la dimension de U de GK est inférieure à pi K-1, puisque pi K-1, c'est justement la dimension d'un supplémentaire de l'un vers l'autre. Donc, s'il s'injecte dans un supplémentaire, c'est que c'est de dimension plus petite, évidemment. Voilà, on a démontré quand même quelque chose de bien, et ça porte un nom. On a scindé les noyaux itérés. Donc les noyaux itérés, c'est bien, le scindage des noyaux itérés, c'est mieux, et c'est ça qu'on va utiliser maintenant. Alors, on pourrait faire toute une théorie, et je conseille, si vous voulez le voir écrit noir sur blanc, de regarder Nouvelles histoires hédonistes, de groupe et de géométrie, qui est un livre que j'ai écrit conjointement avec Jérôme Germoni. Donc vous regardez le chapitre 3, où vous
vous verrez tout ça écrit exactement, même avec ces notations-là que j'utilise, et ces conventions pour les tableaux de Young aussi, hein, parce que chacun a ses conventions. Bien, mais là, en tout cas, je vais le faire sur un exemple, et vous allez voir, c'est un exemple qui ne change rien du tout à la généralité. Je me mets en dimension 7 pour pouvoir avoir de l'oxygène, quoi, si vous voulez. Regardez, je vais supposer, hein, je vais partir d'une suite de noyaux itérés dont les dimensions, donc je sais qu'il faut absolument que les dimensions vérifient cette propriété de concavité, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc je vais prendre tiers de A, c'est 3, de dimension 3, donc 0 évidemment, c'est 0. Tiers de A2, je vais supposer que c'est 5. Vous voyez que je pouvais prendre 6, parce que c'est d'accord, la différence est égale à 3, mais je ne pouvais pas prendre 7, d'accord, parce que la différence entre 7 et 3 serait plus grande que la différence entre 3 et 0. Donc 3 c'est bon, 5 c'est bon, et là, maintenant que j'ai une différence de 2, je suis obligé de prendre une différence soit de 0, soit de 1, soit de 2, je vais prendre de 2, d'accord, et là, je vais prendre de 0. Donc ici, j'ai une égalité, ce qui fait qu'après, je suis obligé d'avoir 0. Comme A est nilpotente, je sais que ker de A3, puisque c'est stationnaire, eh bien, ça va être C7. Puisque je sais que AM va s'annuler à un certain moment, et donc ker de AM sera un jour égal à C7, puisque A est nilpotente. Bien. Ce qui va faire que, puisqu'on a égalité, ce sera C7 pour ker de A3. Bien. Alors là maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mes nombres 3, 5, 7? En fait, vous voyez que les différences successives sont les dimensions de ce que j'ai appelé les GK. G1, G2, G3. Et la dimension des GK, ça va être successivement 3, 2, 2. La suite décroissante, puis 0, évidemment. Les 0, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Donc je vais partir de G3. D'abord, je vais dessiner ça, et les tableaux de Young m'aident juste, c'est comme des mots croisés si vous voulez, à regarder les choses, à me fixer sur une grille. Et là, je vais mettre la dimension de G1 ici, la dimension de G2 ici, la dimension de G3 ici. D'accord ? De sorte à ce que mon tableau de Young, vous voyez, c'est comme des cubes qui sont posés les uns sur les autres. J'aurais pas pu avoir, de la même manière que j'aurais pas pu avoir 4, vous voyez, j'aurais pas pu avoir un cube qui est posé sur le vide. D'accord? Donc, il faut imaginer qu'il y a une pesanteur dans ces boîtes qu'on est en train de mettre les unes au-dessus des autres. D'accord? Et ça, cette pesanteur, voilà, le fait qu'une boîte est assise sur une autre boîte, ça vient du lemme de tout à l'heure. Bien, et du gros lemme. Donc ici, regardez, vous avez 3, 2, 2. Ce qui va faire que ici, ça va être mon noyau, ça va être ker de A. Là, ça va être mon noyau itéré ker de A2. Et là, mon noyau itéré ker de A3. Et après, c'est terminé. Alors maintenant, on va mettre des choses dans les boîtes. D'abord, je vais prendre E1, F1, une base de G3. G3 de dimension 2, c'est ce qu'on a dit. Hein, donc, j'ai bien une base de G3, E1, F1. Et, regardez, j'ai reproduit mes boîtes ici. Je mets E1, F1 ici. D'après le lemme et le corollaire, ben, j'ai que U de E1, U de F1, c'est encore libre, puisque U sur G3 était injective. On l'a vu. Donc, U de 1, U de F1, c'est libre dans ker de A2. Et c'est en somme directe avec ker de A. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, c'est ici que je vais mettre U de E1 et U de F1. C'est-à-dire, je vais construire un G2 qui est, lui, en somme directe avec ker de A et qui provient, en fait, de ça et ça. Mais comme là, j'ai une dimension 2 et là, j'ai une dimension 2 d'un supplémentaire de ker de A, ker de U dans ker de U2, d'accord? Eh bien, c'est bon, j'ai ma base de G2, hein, puisque G2 est de dimension 2. Maintenant, ben, je continue. Je vais encore appliquer U à U de 1, U de F1. Donc ça va me faire
U2 de E1, U2 de F1. D'après mon lemme et le corollaire du lemme, ben, ça va être encore une partie libre. Mais cette fois-ci, la partie libre ne va pas engendrer clair de A ou clair de U, si vous voulez. Faudrait que je me fixe si je l'appelle A ou U. On va dire clair de A. Ça n'engendre pas parce que clair est de dimension 3. Mais j'ai quand même une partie libre que je peux compléter en une base. Et là, je complète avec G1. Voilà. Et j'ai mis ça dans mes petites cases. Alors, à quoi ça sert les tableaux de Young? Maintenant, on peut le dire. C'est que tout à l'heure, on avait une vision horizontale de mon tableau de Young qui était les noyaux itérés, les dimensions des noyaux itérés. Et du scindage des noyaux itérés. Et ce noyau itéré, là, il est dimension 5 et il est scindé en un clair de A et G2. D'accord? Voilà. Et bien, là, maintenant, on va avoir la lecture verticale. Et la lecture verticale, elle nous dit que, finalement, tout ça, à cause de ces sommes directes qu'on a construites, eh bien, c'est facile de voir que là, on a une partie libre, en somme directe avec ça. Ça, c'est ceci, il y a une partie libre, en somme directe avec ça. Et là, il y a une base, d'accord? Donc, ça me fait globalement une base de C7. Donc, j'ai une base de C7, et dans cette base, donc, je l'ai ordonné comme ça. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc, dans cette base, eh bien, la matrice de U, c'est quoi? U de E1, c'est le suivant. Donc, U de E1, ça va être lui. U de E1, c'est le suivant. D'accord? Donc, U de E1, c'est lui. Bon. Et U2 de E1, son image par U, c'est 0, puisque U3, A, en quelque sorte, est nilpotente d'indice 3. Donc ici, ça va faire 0. Donc voilà, on va avoir comme matrice de U dans la base E, déjà J3. Pareil ici, pour la même raison, on va encore avoir J3. Et ensuite, on part de G1, U de G1, comme G1 est un noyau, on a 0. 0, c'est J1. D'accord? Donc vous voyez les matrices de Jordan. Les matrices de Jordan, je préfère les voir en descente, comme ça, plutôt qu'en montée, parce que pour moi, il y a une pesanteur qui est importante, je pense qu'elle est pédagogique. Et ici, ça descend, d'accord? Et donc, j'ai une matrice, donc vous n'avez pas de mal à imaginer ce que c'est que le bloc de Jordan, JN, d'accord? Vous mettez une sous-diagonale de 1 et des 0 partout. Et pour J1, ça fait 0. Très bien. Eh bien, pourquoi on est tombé sur 3, 3, 1? Eh bien, ici, on avait ce qu'on appelle des partitions. Des partitions de 7, 7 qui est la dimension de l'espace ambiant. Eh bien, vous aviez une partition de 7, c'est 3, ici, 2, 2. 3 plus 2, ça fait 7. Mais maintenant, quand on lit les tableaux de Young en vertical, au lieu de les lire en horizontal, on a ce qu'on appelle la partition duale, d'accord? Vous avez une dualité des partitions, et en fait, 3, 2, 2, sa partition duale, c'est 3, 3, 1. C'est-à-dire, c'est ce que vous lisez en vertical. 3, 3 et 1. Voilà. Et donc, ce qui est drôle, c'est que ce qu'on peut montrer en toute généralité, mais qu'on a montré ici, c'est que si πk, c'est la suite donc des dimensions de clair de AK moins les dimensions de clair de AK-1, bon, donc ici c'est 3, 2, 2, alors A est semblable. Alors pourquoi elle est semblable? Parce que on a écrit U qui a pour matrice A, mais dans une autre base, d'accord? Donc c'est exactement ça la similitude. A est semblable. A, ici on avait J3, J3, J1, on aura J pi étoile 1 jusqu'à J pi étoile S, où pi étoile K, c'est la partition duale. Voilà, d'accord? On va avoir cette généralité-là. Et là maintenant, ça y est, on va pouvoir enfin dire oui à elles sont semblables avec des invariants. Et là, on va regarder ça tout de suite avec les tableaux de Young. Donc nous voilà arrivés au théorème principal. On a deux matrices nilpotentes. J'ai même théorème principal de toute la réduction finalement. Deux matrices nilpotentes sont semblables, donc nilpotentes de Cn.
si et seulement si elles ont même tableau de Young associé. Ou si vous préférez, si et seulement si elles ont même pika associé. Donc regardez, la preuve implique, si A et B sont semblables, ben forcément A puissance K et B puissance K sont semblables. Soit vous le faites par le calcul avec B égale P, A, P-1, ou alors plus simplement, A et B codent le même endomorphisme U, et donc AK et BK vont coder le même endomorphisme UK, restons naturels. Donc ça veut dire, comme elles sont semblables, bah, deux matrices semblables n'ont pas même noyau évidemment, mais elles ont même dimension de noyau. Et donc, ça veut dire, puisqu'il y a la même dimension de noyau, que les pika vont être les mêmes pour A et B. Et comme les tableaux de Young sont créés avec la taille des pika, hein, qui est, je vous rappelle, une suite décroissante, comme ça, eh bien, ça veut dire que les tableaux de Young sont égaux. Donc, on va montrer l'implication. Réciproquement, si les tableaux de Young sont égaux, alors les tableaux de Young du haut sont égaux. C'est-à-dire que vous prenez le tableau de Young de A, le tableau de Young de B, ils sont égaux. Donc, en vertical, ça va être égaux. Mais en vertical, c'est les blocs de Jordan. Donc, ça veut dire que A et B, dans une autre base, en quelque sorte, d'accord, ou plutôt l'endomorphisme, parce que j'aime pas quand les étudiants le disent, donc je ne vais pas le dire non plus, mais donc, on ne peut pas dire A et B dans une autre base, on peut dire un endomorphisme dans une autre base, l'endomorphisme U, bah, dans une autre base, il va s'écrire comme avec une forme de Jordan par bloc, et la taille des blocs, c'est justement le tableau de Young dual, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça veut dire que A et B sont semblables à une matrice commune. Donc comme semblable, c'est une relation d'équivalence, ça veut dire que A et B sont semblables. Et voilà, c'est terminé, d'accord ? On a démontré un théorème vraiment puissant, si vous regardez bien ce théorème, avec les remarques que j'ai faites sur pourquoi on travaille sur un corps algébriquement clos, pourquoi ça nous suffit de travailler sur un corps algébriquement clos, et pourquoi nilpotent nous suffit. C'est un théorème finalement extrêmement puissant qui, pour une fois, dit oui à elles sont semblables. En tout cas, est capable de dire oui. Alors que jusqu'à présent, on avait juste des théorèmes qui étaient capables de dire non. En fait, ce n'est pas tout à fait terminé, parce que j'ai prouvé autre chose, regardez, c'est que n'importe quelle suite qui vérifie, donc suite de dimension de noyau itérée, qui vérifie la bonne concavité, d'accord, qui est concave, qui ne part pas comme ça, d'accord, va nous donner effectivement, va donner lieu à un endomorphisme qui réalise cette suite. C'est-à-dire, par exemple, je veux un endomorphisme tel que les noyaux itérés sont de dimension, vous voyez, 6, ici, 6 et 3, 9, ensuite pour le suivant, puis 12, puis 13, puis 14. Donc ici, on est en dimension 14. Et je veux une matrice nilpotente, hein, ou un endomorphisme nilpotent, avec ces noyaux-là, sur C puissance 14. Bon, et bien c'est simple, j'ai qu'à prendre le tableau de Young dual, ou si vous voulez la partition duale, donc là ça va être 6, 3, 3, 1, 1, 1. Je regarde donc c'est bien, donc 5, 5, 3, 3, 1, 1, 1, ça fait bien 14, hein, très bien. Et donc je prends la matrice par bloc de Jordan, donc les blocs de Jordan, vous pouvez le deviner à partir de cette formule, J5, J3, J3, J1, 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 c'est une matrice de taille 14, et dont, en fait, vous pourrez vérifier que les dimensions des noyaux itérés sont bien ceux annoncés. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Tom, une question bien légitime. N'oubliez pas qu'on est quand même vraiment, si vous êtes en classe prépa, on est dans le hors-programme, que même à la grecque, on n'a pas le droit d'utiliser les tableaux de Young comme ça, pour vous dire à quel point. Mais quand même, c'est excellent d'avoir du recul, si on en est capable, en même temps, le programme de prépa est suffisamment copieux comme ça. Mais si on est capable d'avoir ce recul-là, ça fait quand même beaucoup de bien. Donc je remercie Tom pour sa question, et puis je vous dis, hein, si vous voulez en savoir plus, vous lisez Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, et là c'est dans le chapitre 3. Voilà.